remercier chacun et chacune présents ce samedi. Alors c'est vrai que la date, elle est compliquée. C'est vrai aussi que la proximité des élections régionales permet à chacun d'imaginer ou d'entrer dans un imaginaire personnel ou voire collectif. Donc on ne va pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le but. Moi, je vous avais promis de nous revoir pour valider un certain nombre de choses ensemble, parce que cette initiative est originale, elle est assez unique, et on va s'en tenir là, sans pour autant entrer dans d'autres discussions qui n'ont pas lieu d'être ce jour. Donc on va rester exactement sur le sujet, et je vais m'y appliquer. Faites-moi confiance. Je vais d'abord donner la parole à Claudine Vassas-Mejri, qui est première adjointe de la ville de Castries, conseillère départementale de l'Hérault, du canton de Castries, et qui représente Gilbert Pastor, maire de Castries, et qui nous reçoit dans le château aujourd'hui, en la remerciant beaucoup d'être avec nous, et en vous priant de l'excuser parce qu'elle devra se rendre dans une commune du canton vers 11h moins le quart, où d'ailleurs elle me représentera au titre de la métropole vis-à-vis de l'honorariat qui est conféré à l'ancien maire de Montaut. Voilà. Claudine. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce château de Castries au nom du maire de Castries, Gilbert Pastor, que je dois excuser, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce cadre magnifique dont nous sommes très fiers à Castries, que nous espérons qui va prendre de l'ampleur. Je sais qu'aujourd'hui, l'un de vos sujets va porter sur le tourisme. Nous avons de nombreux fleurons dans notre région et je crois que le château de Castries et ce parc magnifique en font partie et qu'ils auront la place qui se doit dans les politiques touristiques. Donc je vous souhaite tout simplement des travaux fructueux et bonne réunion, et donc je m'excuse de devoir m'absenter un peu avant la fin de la clôture de vos travaux. Merci beaucoup Claudine. Si vous êtes d'accord, on fait un petit tour de table rapide parce que certains étaient là la dernière fois, d'autres sont là aujourd'hui, parce qu'ici ce qui règne c'est la liberté d'absence de présence. Alors c'est vrai que c'est un logiciel qui n'est pas commun en politique, mais qu'il conviendra, à mon sens, de souligner pour les années qui viennent, parce que le changement de civilisation dans lequel nous nous trouvons est là, il est bien là. Et aujourd'hui, on n'est plus sur des schémas normés et, je dirais, très préformés, mais au contraire sur des adhésions plus ou moins souples qui permettent aux uns et aux autres de trouver leur intérêt, leur avantage au travers des partenariats que le Parlement des territoires confère. Donc on va commencer par Francis. Et puis on part comme ça. Francis Cross, moi je suis président de la communauté de communes de la montagne du Haut-Languedoc, un territoire qui regroupe des communes du département du Tarn et de l'Hérault, donc de la région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et demain au centre de cette grande région. En tous les cas, Montpellier pour nous est notre ville principale et où nous avons d'énormes liens à tisser, déjà présents. On parlait du tourisme tout à l'heure. Chez nous, c'est un territoire, il y a énormément de résidences secondaires. Merci. Alain Fauconnier, donc président de la communauté de communes de Saint-Afrique et Roquefort et président du parc des Grands Cosses. Donc on est tous au centre de quelque chose, mais maintenant effectivement on est aussi au centre. Et donc les liens historiques avec Montpellier et la métropole ne sont pas à démontrer, donc c'est légitime qu'aujourd'hui nous soyons là. Voilà, merci. Bonjour à tous, Jean-Baptiste Estève, président de la communauté de communes Rony-Vistro-Vidourle, maire de Nagé-Solorgue, donc voisin, limite avec Lunel-Viel. Voilà donc. Jacques Rey, maire d'Aigues-Vives et premier vice-président de la communauté de communes Rony-Vistro-Vidourle.
Et on vient de sauter le Vidourlon et on est passé dans le Gard. Bonjour, Guillaume Chazelle, directeur général, communauté de communes Rosny-Vistre-Vidourle. Bonjour à toutes et à tous, Laurent Pellissier, président de la communauté de communes Terre de Camargue et maire de Saint-Laurent-des-Gouzes. Oui, bonjour, Max Aliès, maire de Castanelo, vice-président de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc. Je ne vais pas développer, Francis Croz l'a déjà fait. Bonjour à tous, Philippe Gamard, maire de Saint-Laurent-des-Arbres dans le Gard rhodanien et vice-président de la communauté de communes de la Côte-du-Rhône gardoise. Et très heureux de trouver une structure différente dans laquelle on puisse s'exprimer. Gérard Souchon, président de la communauté de communes du Haut-Allier, Langogne-Nossac en Lozère. Bonjour, Fabien Creveillet, la communauté de communes du Piémont-Cévenol, du côté de Quissac. Bonjour, Guillaume Quérel, directeur général de la communauté de communes du Pont du Gard. Auditeur curieux. Florent Taris, directeur général du Parc naturel régional des Grands Cosses. Bonjour, Tortorici Sauveur, conseiller conseiller du département de l'Hérault. Bonjour, Jean-Michel Andréusi, le maire de Montpezat dans le Gard, vice-président de la communauté de communes du Pays de Sommières. Bonjour, donc Stéphane Noyer, directeur général des services techniques de la communauté de communes Grand Pic Saint-Loup. Philippe Crouzet, directeur général communauté de communes du Pays de Lunel. Norbert Revet, directeur de cabinet du président de la communauté de communes du Pays de Lunel et maire de Lunel. Richard Pétaval, premier vice-président de la communauté de communes du Pays de Lunel. Bonjour, donc Pierre-Antoine, maire de Guzargues et commune contiguë à Castries et vice-président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Jean-Luc Messournier, maire de Baillargues, vice-président en charge des sports et des traditions à la métropole de Montpellier. Laurent Jaoul, maire de Saint-Bresse, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole. Bonjour, Michel Cassard, maire de Pignan, petit village sympathique à l'ouest de Montpellier, et je suis conseillère communautaire au sein de Montpellier Méditerranée Métropole. Bonjour, je suis Patrick Malavieille, maire de la Grande-Combe, président de la communauté de communes du Pays Grand-Combien et vice-président au conseil départemental du Gard. Bonjour, Catherine Dardet, première vice-présidente de la métropole de Montpellier et première adjointe de la commune de Castelnau-le-Lez. Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Bonjour, j'excuse le président du Grand Narbonne de Jacques Bascou. Je suis son premier vice-président, maire de Gruissan. Bonjour, Christian Huguet, président de Florac-Sud, communauté de communes Florac-Sud-Lozère, maire de Florac. Alain Barbe, maire de la commune des Matelles et président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Hussam Al-Malak, maire de Vailleux-Caisse, vice-président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Antoine Adorinaldo, premier vice-président de la communauté d'agglomération de Toaglo. Bonjour, André Tesser, maire de Colombières-sur-Orbe et vice-président de la communauté de communes Orbe-Jor. Bonjour, Rémi Attard, vice-président de la communauté de communes des Aspres, une communauté de communes en limite territoriale avec l'agglomération de Perpignan, Pyrénées-Orientales. Jean-Claude Peralba, je viens aussi du pays catalan puisque je suis aussi vice-président de la communauté de communes des Aspres, maire de Villemolac. Bonjour, Bernard Comon, premier adjoint de la ville de Ganges, vice-président de la communauté des communes des Cévennes gangeoises et suménoises. Et je représente là Michel Pratissier, maire de Ganges, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Bonjour, monsieur Jean-François, adjoint à la mairie de la ville de Ganges. Jean-Luc Cousquer, président de l'Office de tourisme de Montpellier. Philippe Sorel m'a délégué au tourisme, à la ville et à la métropole.
Joseph Brousset, directeur général de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Jean-François Soto, premier vice-président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, maire de Gignac. Et permettez-moi d'excuser Louis Villaret, son président, qui est retenu aujourd'hui par une inauguration d'un hôtel de ville à Campagnan. Et c'est pour cette raison unique qu'il n'est pas parmi nous ce matin. Jean-Pierre Cochet, conseiller du président de la communauté de l'agglomération du Gard rhodanien, donc l'Est du Gard. Bonjour, Élodie Bariol, directrice générale de la communauté de communes de Florac Sud-Lozère. Bonjour, David Beniacou, directeur général des services, commune de Florac. Bonjour, Alain Argiguier, maire de Vébron, vice-président de la communauté de communes Florac Sud-Lozère. Bonjour, Violaine Martin, directrice générale adjointe Florac Sud-Lozère. Bonjour, Philippe Mogy, directeur général des services de la communauté de communes de Petite Camargue. Donc j'excuse et représente le président Jean-Paul Lefranc qui n'a pu être à cette session. Bonjour, Joël Bouis, directeur général des services de la ville du Vigan. Bonjour, Éric Doulcier, maire du Vigan, premier vice-président de la communauté de communes du Pays Viganais. Bonjour, Roland Canaillé, maire de Molière-Cavaillac et président de la communauté du Pays Viganais et récemment premier vice-président du Parc national des Cévennes. Max Evita, conseiller communautaire, vice-président et premier adjoint de la ville de Montpellier, également en charge des relations avec Toulouse. Voilà, François Chollet, donc je suis vice-président de Toulouse Métropole. Je représente ici Jean-Luc Moudinck, président de Toulouse Métropole et maire de Toulouse, qui vous remercie de votre invitation. Et je travaille avec Max Levita, effectivement, au rapprochement entre Montpellier et Toulouse, dans un cadre coopératif qui me paraît bien engagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à tous d'être là. Nous allons, si vous voulez, débuter cette deuxième rencontre du Parlement des territoires. Lors de la première rencontre, je vous avais proposé de discuter ensemble de la charte qui vous a été envoyée, proposée, et qui est la charte fondatrice du Parlement. Vous avez été quelques-uns à retourner plusieurs amendements que nous avons intégrés dans la charte. Et avant de vous la proposer, je souhaitais vous la relire de façon intégrale, afin que l'un et l'autre, s'ils le souhaitent, puissent en modifier quelques traits si cela ne convenait pas. La charte fondatrice, je rappelle le but du Parlement des territoires, c'est une instance de concertation. Ce n'est pas une nouvelle feuille du millefeuille territorial, ce n'est pas une administration, c'est une interprétation locale ou loco-régionale de la loi sur les pôles métropolitains. Les pôles métropolitains peuvent se construire sur des bases juridiques très différentes. Ils peuvent être des associations 1901, ils peuvent être des syndicats mixtes, mais ils peuvent aussi rester comme cela, des instances de concertation dans lesquelles les présidents de communautés de communes, d'intercommunalités se rencontrent de façon fréquente, 1 ou 2 fois par an, afin d'échanger sur des sujets et de mettre en relation leurs connaissances respectives. L'intérêt de cette structure, c'est qu'à ce jour, elle n'existe nulle part. Il n'est pas, et vous l'avez parfaitement dit tout à l'heure dans votre remarque, et je vous en remercie, cette structure, cette façon de procéder n'existe pas. Elle n'existe pas pour les intercommunalités, mais elle existe cependant sur d'autres domaines. Lorsque nous rassemblons les villes à grande vitesse dans une association qui se réunit 1 fois par an dans la ville qui reçoit, et c'est le maire de la ville qui reçoit qui préside la séance, ce qui se fera d'ailleurs pour le Parlement des territoires. Eh bien, cela se fait déjà avec les villes de Montpellier, Nîmes, Sète, Narbonne, Perpignan, Toulouse,
mais aussi les villes Béziers, pardon, les villes espagnoles de Tarragone, Figueras, Gérone, Valence, Barcelone. Ce rassemblement de villes se fait autour d'une coopération et permet de demander à l'État et à l'Europe des modifications sur l'agenda de construction, sur des idées d'utilisation des lignes, enfin sur ce qui concerne les lignes à grande vitesse. Et je crois qu'on est quand même plus fort lorsqu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de maires qui signent, plutôt que quand on est tout seul. C'est ça l'intérêt du Parlement des territoires. C'est une instance de concertation qui, sur certaines thématiques, peut rassembler des maires et des présidents d'intercommunalité. L'avantage, c'est que les présidents d'intercommunalité sont des maires pour la plupart, sont des élus locaux, et donc sont légitimés par le suffrage universel. Ils représentent ce que moi j'appelle la République des communes, celle qui tient le coup. Alors cette charte fondatrice, ça existe aussi au niveau international, puisqu'il y a une association qui a été créée le 4 juillet à Philadelphie par le maire de Palerme, Leo Luca Orlando, qui s'appelle, le jour de l'Independence Day, qui s'appelle Interdépendance. Cette association regroupe une trentaine de villes, de cette façon-là, et chacun se reçoit un tour après l'autre, et met en commun les expériences urbaines des uns et des autres. Et je crois que rien que cela peut améliorer la vie de tous. C'est faire mieux avec moins. C'est mettre en commun les patrimoines et la connaissance des territoires et les expériences respectives. Donc cette charte fondatrice, je vais vous la lire. François, c'est à partir de là. Vous l'avez tous reçu, mais on va la lire quand même. Donc, nous voulons construire ensemble une réponse innovante aux défis de la réforme territoriale. 2014 a été une année cruciale pour la réforme territoriale au travers de la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des pôles, d'une part, et de la loi portant nouvelle délimitation des régions, d'autre part. Notre architecture territoriale a connu de très profondes évolutions et ces équilibres s'en trouvent durablement transformés. Le projet de loi de nouvelle organisation territoriale de la République, actuellement en cours de discussion au Parlement, devrait en 2015 largement confirmer cette dynamique. C'est dans ce contexte de réforme décisive que l'instauration de dialogue entre l'ensemble de nos territoires prend tout son sens. Nous sommes convaincus que cette stratégie de coopération territoriale, fondée sur la confiance entre acteurs, est une réponse adaptée aux enjeux de la mondialisation, la compétitivité des territoires résultant pour l'essentiel de leur qualité d'organisation et de leur capacité à animer un maillage réussi entre acteurs publics et privés, porteurs de projets pertinents et mobilisateurs. Nous sommes déterminés à dépasser la rigidité des périmètres administratifs pour œuvrer à de nouvelles échelles de complémentarité et de solidarité. Au-delà de la volonté d'être pleinement acteur de la réforme territoriale en cours, notre projet de coopération territoriale est le fruit de différents constats et convictions, dont le plus évident est la pertinence géographique du territoire. Il s'agit pour nous ici du Bas-Languedoc, c'est-à-dire les 6 départements de la région, plus l'Aveyron, la partie de l'Aveyron qui regarde le sud. Et la pertinence géographique du territoire qui nous rassemble, les flux économiques, les migrations résidentielles, les déplacements des salariés, les loisirs des citoyens se jouent à une échelle plus large que celle il y a un problème là. Que celle de nos territoires pris individuellement. De fait, un bassin de vie, une communauté culturelle et des dynamismes économiques sont à l'œuvre et nous rassemblent dans un destin commun. Imaginer et mettre en œuvre des réponses adaptées aux défis que nous partageons suppose donc de dépasser la rigidité des périmètres administratifs existants et de bâtir des projets qui associent étroitement territoires urbains et ruraux dans une dynamique de co-développement.
Ça, c'est très important parce qu'il y a plusieurs façons de concevoir les métropoles. On peut les concevoir à l'intérieur seulement du territoire urbain. Et on peut avoir aussi pour elles une idée de coopération avec l'ensemble des territoires ruraux. Et je rappelle que pour la métropole de Montpellier, nous avons, avec Toulouse, et François Chollet et Max Lévita, par leur présence, le prouvent, instauré cette coopération d'emblée pour que, dans le cadre de la réforme territoriale, il y ait une sorte de dialogue complémentaire qui s'installe entre les villes, au-delà de toute appartenance politique, schéma et débat dans lequel je ne rentrerai pas. Je ne sais pas, on ne fait pas de politique politicienne dans cette instance, comme les présidents de communautés de communes n'en font pas non plus dans la leur, parce qu'ils ne sont attentifs qu'à des politiques de projet. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous sommes plus forts. Le Parlement des territoires n'est pas une feuille supplémentaire, ça je l'ai déjà dit, du millefeuille administratif. Il ne lève pas l'impôt, ne le redistribue pas, il n'a pas d'administration propre, il est seulement une instance de concertation reposant sur le principe un président d'intercommunalité, une voix, qui permet aux intercommunalités de se rencontrer et d'échanger sur la base du volontariat, leur savoir et leurs spécificités. Dans un contexte national et international contraint, les maires et présidents d'intercommunalités doivent imaginer toutes les voies possibles de coopération. Article 1, les objectifs du Parlement des territoires. L'objectif de cette coopération territoriale est d'abord de porter la parole des intercommunalités parties prenantes dans les débats d'avenir et d'assurer une mission de représentation et de lobby pour défendre les intérêts de ces espaces communs dans le cadre des grands projets comme la ligne à grande vitesse. C'est ce que je vous donnais tout à l'heure comme exemple. Il est ensuite de mener les projets qui relèvent d'un intérêt territorial partagé, c'est-à-dire des actions qui doivent être engagées à une échelle interterritoriale lorsqu'une mise en œuvre au niveau communal ou intercommunal s'avère impossible, voire non pertinente. Pour ce faire, le Parlement des territoires ambitionne notamment de mobiliser des financements auprès de l'Europe et dans le cadre du contrat de plan État-région. L'ensemble de ces objectifs seront poursuivis en symbiose avec la grande région et les conseils départementaux concernés. Article 2, les champs d'intervention du Parlement des territoires. Dans un premier temps, le Parlement des territoires interviendra dans les domaines suivants, en complémentarité avec les collectivités compétentes et sans leur retirer leurs prérogatives. Premièrement, la santé. Je ne vais pas développer parce que vous connaissez les thématiques. Vous les avez, les documents que je donne là. Donc, la santé. Alors, je vais vous donner les titres quand même, c'est important. Lutter contre la désertification médicale, s'engager pour que les mesures soient prises aux différentes échelles de l'aménagement du territoire afin de prévenir le développement des problèmes actuels de santé publique et œuvrer pour devenir un territoire de référence en matière de santé, qui est la spécificité de Montpellier et de l'ensemble de son grand territoire. Deuxièmement, le développement numérique. Renforcer le maillage numérique du territoire et coordonner nos efforts pour structurer l'écosystème de l'économie numérique. Troisièmement, la mobilité et les déplacements. Faciliter et donc rendre plus attractifs les déplacements intermodaux et compléter et renforcer les systèmes de tarification combinés, ce qui permet de faciliter les déplacements avec des tickets uniques. Quatrième point, le développement économique, touristique et industriel. À la demande de certains maires, j'ai rajouté le terme industriel. Parce que ce n'est pas parce qu'on a très peu d'industrie qu'on ne doit pas en avoir. Une stratégie de marketing touristique, mettre en œuvre des actions mutualisées de veille touristique et de développement stratégique de l'offre, contribuer à une mise en réseau des différents offices du tourisme, définir les équipements nécessaires au développement et mieux gérer les déplacements à l'échelle du territoire. 5. L'agroécologie alimentation, c'est la possibilité de voir le territoire sous l'angle de sa qualité première, c'est-à-dire de la fertilité des terres, de la production, de l'élevage, de tout ce qui concerne la complémentarité à imaginer pour que nos territoires soient en capacité de fournir l'alimentation pour les populations dont nous avons la charge dans les 50 ans à venir. Sixième point, la culture, le patrimoine et l'université. Valoriser le patrimoine, préserver les racines linguistiques, l'ensemble de nos traditions culturelles et sportives et conforter le développement de le maillage territorial
au niveau de notre tissu universitaire. Le 7e axe, qui là aussi a été rajouté à la demande de certains maires et d'élus, c'est l'égalité des chances, la citoyenneté et le développement social. En fait, c'est quelque part le fait de dire ce sont les citoyens qui portent la République des communes. Et travailler avec eux en participation, c'est favoriser le développement social. Et c'est la dimension humaine, non théorique, qui vient conclure le 7e pilier du pôle métropolitain. C'est la co-construction. L'article 3, gouvernance et le fonctionnement du Parlement des territoires. La démarche du Parlement des territoires repose sur l'intelligence et l'imagination territoriale, c'est-à-dire sur la capacité des parties prenantes à mettre des projets de concert dans le cadre de coopération souple, sans création de structures administratives dédiées et dans le respect des libertés et prérogatives de chacun. En d'autres termes, elle ne vise pas à instituer un nouveau niveau de gestion supracommunautaire qui viendrait concurrencer les actions menées par ses membres. Son fonctionnement repose sur la coordination politique administrative étroite qui s'appuie sur un certain nombre d'instances, la conférence des présidents dénommée Parlement des territoires. Il s'agit de l'organe de décision, elle est constituée de 2 représentants par intercommunalité et ce, quelle que soit la taille de la collectivité concernée, dans une logique de coopération politique. Un président d'intercommunalité égale une voix. Ce fonctionnement est de nature à assurer une représentation équilibrée de chaque territoire urbain et rural et de garantir un fonctionnement souple. La conférence des présidents se réunit au moins 2 fois par an pour débattre et arbitrer les priorités d'action du Parlement des territoires. Elle peut créer des commissions thématiques en lien avec les champs d'intervention définis en commun. Chaque président s'engage à informer régulièrement les maires, ça c'est important, de son intercommunalité, des réflexions menées dans le cadre de la conférence des présidents. L'Assemblée générale des maires rassemble l'ensemble des maires du territoire. Elle se réunit 1 fois par an pour présenter un bilan d'étape des travaux menés. Et des commissions thématiques peuvent être créées pour étudier et donner un avis consultatif sur les différents projets avant qu'ils ne soient soumis au vote en conférence des présidents. Ces groupes de travail associent les élus communautaires ainsi que des représentants de l'administration sur proposition des présidents. Voilà la charte fondatrice qui est proposée à votre sagacité. Le débat est ouvert. Qui demande la parole? Ne me dites pas qu'elle est parfaite. Ça n'existe pas, le parfait. Christian Huguet, maire de Florac. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous dire effectivement que s'il y a très peu de réponses à ça, c'est qu'elle correspond à toutes nos attentes. Je pense que c'est surtout ça. Mais je crois qu'elle prendra, cette charte, elle ne prendra tout son sens que quand il va sortir des actes concrets de ce Parlement. Et c'est là que cette charte prendra tout son sens. En tous les cas, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne Florac-sous-Lozère, nous y croyons beaucoup et nous croyons à une possibilité de coopération entre les milieux métropolitains, on va dire, et les milieux urbains, et les milieux ruraux, pardon. Je crois beaucoup à cette charte et je crois qu'elle répond à ce que nous attendons. Merci. Qui? Oui, Président. Effectivement, cette charte, elle correspond tout à fait aux principes fondateurs de ce Parlement des territoires, qui est vraiment donc en phase avec l'attente de tous les élus ici autour de cette table sur les équilibres donc entre cette grande région, les équilibres entre
le rural et l'urbain et les équilibres entre l'existant, l'innovation. Alors moi je suis ravi que cette charte fondatrice s'inspire des territoires, mais également donc, me rappelle un mouvement que nous avons créé au niveau de la région avec le Parlement de la mer. Et elle ressemble étrangement sur le fondement. Enfin, le fondement, c'était de rassembler l'ensemble des élus du territoire littoral pour réfléchir ensemble avec nos populations. Et puis, très rapidement, nous avons su fédérer pratiquement 1200 personnes au niveau du littoral, mais nous avons surtout fédéré une communauté maritime. Et j'y vois donc avec ce Parlement des territoires cet esprit donc, qui est exactement scellé avec les mêmes valeurs fondamentales qui pourrait d'ailleurs ressembler à l'esprit du Sud que nous défendons tous, et elles convergent donc sur une seule et même synergie de pouvoir être ambitieux sur une magnifique région qui s'ouvre à nous, à notre population, avec une exigence d'être pragmatique. Mais ça, je sais que Philippe, donc le président que tu es, le maire et le président de la métropole, donc tu insuffles cette dynamique, cette mobilisation autour de toi et tu fédères. Donc très heureux de participer à ces travaux et bien sûr de signer cette charte fondatrice qui va tous nous réunir. Merci Didier. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Oui, Monsieur le Président. À la lecture de la charte et des différents points qui ont été évoqués, je crois que ce qui est important pour des territoires comme les nôtres, je parle pour des communautés de communes de 15 à 20 000 habitants, c'est effectivement de pouvoir se retrouver dans un espace un peu nouveau, avec sur le fond des objectifs extrêmement clairs dans lesquels on se retrouve. Si on prend par exemple la question de la santé, à partir du pôle santé de Montpellier, comment on égrène tout cela dans les départements avec les centres hospitaliers et puis les maisons de santé pluridisciplinaires. Donc il me semble que cette charte devrait permettre à beaucoup d'élus et à beaucoup de territoires de s'y retrouver, parce que c'est pour nous aussi une manière de se faire entendre, d'être aussi constructif et de se fédérer autour de projets et autour d'objectifs. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la forme et notamment sur la gouvernance. Je crois que c'est quand même une première que de se retrouver dans une telle démarche avec une forme de gouvernance extrêmement nouvelle, profondément respectueuse des territoires. Il n'y a pas les grands et les petits. On est tous à égalité de droits et de devoirs. Et il m'apparaît que cette assemblée, ce Parlement des territoires, devrait permettre de faire évoluer un certain nombre de mentalités sur des sujets, sur des dossiers, sur des approches territoriales nouvelles. Et ça me paraît aussi être profondément respectueux de l'attente de nos concitoyens, où on est quand même entré là aussi dans une nouvelle période où il faut ressourcer et revivifier la démocratie locale. Pour terminer, je fais mien les paroles de ce vieux proverbe: tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Merci. Monsieur Pélissier. Merci, Président. J'aimerais, si possible, que soit intégrée l'idée à l'intérieur de cette charte, et notamment en matière de développement économique, que le fait de s'unir soit l'opportunité pour nos territoires de trouver des leviers financiers en matière de construction de projets qui pourraient se faire de manière bilatérale ou multilatérale. Et enfin, là j'ai une question un peu plus pratique. Sur la fin de la charte, il est indiqué que la conférence des présidents se réunit au moins 2 fois par an pour débattre et arbitrer les priorités d'action du Parlement des territoires. Quel est votre calendrier, Président ? Alors, je réponds à la première question sur le financement. S'il y a des financements, ils se font sous la forme de partenariat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Je prends un exemple.
si avec la communauté de communes présidée par Francis Cross sur le Haut-Languedoc, nous faisons avec la communauté d'agglomération de Montpellier, devenue métropole, une convention sur la filière bois. C'est un partenariat que nous passons ensemble. Il n'y a pas d'action. On ne vote pas ici des partenariats pour d'autres. Ce n'était pas tout à fait ma question. C'était lié à des financements que nos actions bilatérales ou multilatérales pourraient générer à l'échelle de fonds européens, par exemple. C'est écrit dans la charte. D'accord. Hein, les fonds européens, c'est je n'ai pas été suffisamment attentif. C'est écrit dans la charte et ça sert à ça, justement, à pouvoir solliciter à la fois l'État, la région et l'Europe. Et être plus fort, unis que tout seul. Hein. Sur le calendrier, bien entendu, les prochaines réunions, on ne va pas les faire maintenant. Hein. On va attendre un peu, parce que s'il y a des interférences politiques, politiciennes, celles-là, qui s'installent dans les relations entre les élus, on ne peut plus travailler. Hein. Donc, et chacun est respectable dans le couloir qui est le sien, hein, qui est sa trajectoire politique, qui doit être respectée, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas le lieu d'en discuter ici. Hein. L'important, c'est que nous mettons en place une instance, comme l'a dit Patrick Malavier, qui est tout à fait innovante et qui peut apporter du plus dans les années à venir. Voilà comment on le voit. On l'a fait aujourd'hui au château de Castries, mais je vous l'ai dit à la première réunion, on peut la faire à Narbonne, on peut la faire à Gruissan, on peut la faire à Florac, on peut la faire ailleurs. Hein. C'est pas obligatoirement de le faire. Là, il faut dire que le lieu s'y prête parce que ce sont des anciens États du Languedoc, dont il y a une certaine connotation historique qui rassemble. Mais ce serait une présidence tournante, ça serait encore mieux, comme les villes à grande vitesse. L'an dernier, c'était à Gérone, Stade Est à Montpellier. L'an prochain, ce sera peut-être à Barcelone. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, il y a déjà eu des contacts, notamment pour le tourisme, avec certains membres, enfin certains, c'est pas des membres puisqu'il n'y a pas de carte de membres, certaines communautés de communes. Et je vous avais la dernière fois proposé d'installer une plateforme numérique, un portail numérique, sur lequel l'ensemble des communautés de communes pouvaient converser et échanger les informations. Ce portail numérique va vous être présenté. C'est M. Chomara qui va faire ça? Il est où? Je suis là. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé de la charte et je vous avais parlé de la mise en place du portail numérique qui sera accessible à toutes les intercos. Et sur ce portail peuvent être établis un certain nombre de contacts, de relations. C'est une sorte de forum permanent entre les intercommunalités qui sont dans le Parlement des territoires. Je voudrais saluer la présence de Mme Birales et Mme Botkin, conseillères départementales de l'Hérault. On a distribué à chacun comment l'utiliser. Vous avez ici la présentation sur les petites brochures ici du site qui a été créé et qui est mis à la disposition des présidents et des intercommunalités. Est-ce que, avant de passer à ce sujet, sur la charte, vous avez des modifications apportées au texte ou pas? Ah, pardon. Merci. Monsieur le Président, je voulais vous poser une question concernant donc la conférence des présidents. Oui. Alors, je connais votre capacité à fédérer tout le territoire et je ne doute pas effectivement que ça se réalisera, mais dans le cadre où je vois, en fait, elle est constituée de 2 représentants par intercommunalité. Dans le cas où une intercommunalité ne souhaiterait pas participer à cette conférence, est-ce que des communes, des bourgs-centres ou des communes importantes de cette intercommunalité pourraient être représentées aussi dans cette, dans cette conférence de présidence? Excusez-moi.
Alors, en fait, sur la gouvernance, ce ne sont que les présidents avec un membre associé qui représente l'intercommunalité. Mais je ne vois aucun inconvénient à ce que dans les intercommunalités, si une commune ou deux veut participer au travail des commissions, elle le fasse. Il n'y a pas de problème avec ça. De toute façon, on n'est pas dans une structure qui fonctionne comme une assemblée publique. C'est difficile de se sortir de cette idée parce qu'on a tous l'habitude de fonctionner comme ça. Là, on est sur une instance de concertation. Voilà. Il n'y a pas de cadre. Le seul cadre qu'il y a, c'est le volontariat et le partenariat et la coopération, si l'on veut l'avoir. Si on ne veut pas l'avoir, on n'est pas obligé. C'est difficile de raisonner comme ça parce on fonctionne tous avec des cadres déjà, avec des fonctionnements qui sont déjà préformés. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt de cette instance, c'est justement de pouvoir établir des relations que nous n'aurions pas si cette association de présidents de communautés de communes n'existait pas. C'est tout. C'est tout simple. Monsieur Soto. Oui. Je pense que nous vivons tous cette charte comme étant un élan positif et puis à partir de faits concrets. Donc aujourd'hui, ce Parlement des territoires, pour nous, moi j'aimerais qu'on y associe la notion de territoire vécu parce qu'on vit tous en fonction des disponibilités et des caractéristiques de nos territoires. Je crois que c'est le lien entre le rural et l'urbain avec le rural, que l'on doit reprendre. Cette assemblée nous permettra effectivement de pouvoir nous lier un peu plus sur la base du volontarisme, bien entendu. Mais je crois que cette notion de territoire vécu permet justement de développer les caractéristiques que l'on a et que l'on connaît tous. Après, moi je dirais qu'il y a 4 thèmes particuliers. Bon, la santé, le tourisme, le développement économique, mais aussi la mobilité et les transports, et puis aussi la culture. Je crois qu'on ne peut pas, dans la continuité des territoires, ne pas saisir cette opportunité, le faire comme tel et apporter à nos populations, effectivement, cette notion de reconnaissance de ces territoires vécus qui permettra à chacun d'apporter une essence supplémentaire et le vivre comme un élan positif. Voilà comment je vis et que nous vivons, nous, dans le cœur d'Hérault, en tous les cas, dans cette continuité-là, cette notion et cette appartenance à ce mouvement. Merci Jean-François. Alors, pour le territoire vécu, je crois que nous sommes tous capables autour de cette table ici de répondre quelque part à la question, parce que l'intérêt de cette instance, c'est qu'elle rassemble des présidents de communautés de communes qui sont pour la plupart des maires. Et s'il y a bien un personnage dans la République qui connaît le territoire, c'est le maire. C'est là l'intérêt, c'est parce qu'il a un dialogue qui est très près des citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Il n'y a pas de modification apportée au texte. Le texte vous convient. Je considère donc qu'il est accepté. Monsieur Chobara, pour la plateforme. Merci. Je vais vous faire donc une présentation rapide effectivement de ce site que vous allez découvrir du coup voilà, en même temps sur les écrans. S'il y a des questions qui se posent, on pourra soit les poser là, soit on peut en parler après si vous voulez. Mais je pense que le plus simple après pour vous, ce sera d'aller le découvrir directement sur Internet et puis de découvrir ces rubriques. Alors, donc, le Parlement des territoires dispose désormais d'un site Internet. Son adresse, c'est parlementdesterritoires.fr. Ce site a 2 objectifs. D'abord, donner de la visibilité à la démarche engagée dans le cadre de cette instance. Et par ailleurs, favoriser les échanges entre les élus qui composent ce Parlement. Pour donner de la visibilité à la démarche, un site vitrine accessible à tous a été créé. Donc ce site est accessible directement sur Internet en composant l'adresse que je vous ai donnée. Il présente les fondements et l'actualité du Parlement des territoires. Alors pour naviguer et pour découvrir ces rubriques, on peut faire 2 choses. D'abord, quand vous arrivez sur la page d'accueil que vous avez devant vous, cliquez sur ce menu « Découvrir » et là, vous avez une présentation synthétique du Parlement
que vous pouvez avoir en faisant donc dérouler cette page d'accueil, avec notamment les 7 piliers donc que Philippe Sorel a évoqué, ou l'actualité du Parlement des territoires. Donc il y a pour l'instant 2 actualités. Bien entendu, cette rubrique s'étoffera progressivement. Autre façon de découvrir le contenu pour une présentation plus détaillée, c'est en utilisant les onglets situés sur la partie gauche de l'écran. Donc on accède en utilisant cette barre de navigation à des informations d'abord sur la démarche. Donc je vais cliquer. Dans cette rubrique, par exemple, vous avez des informations donc, sur l'origine de ce Parlement et sur un retour sur la première session, à travers, par exemple, ici, une vidéo. Vous retrouvez également l'appel du Parlement des territoires qui avait été adopté lors de la première session du Parlement, le 25 mars dernier. Vous avez également donc, une rubrique sur les 7 piliers, avec une présentation synthétique de chacun des piliers, donc la santé, le développement numérique, mobilité et déplacement, le développement économique, touristique et industriel, l'agroécologie et alimentation, la culture, le patrimoine et l'université, et enfin ce 7e pilier qui s'appelle égalité des chances, citoyenneté et développement social. Donc pour chacun des piliers, on ne va pas tous les faire. Si je prends par exemple agroécologie, alimentation, et que je clique, vous arrivez sur un contenu un peu plus développé qui vous présente les principaux éléments pour ce pilier. Et puis sur la droite, vous voyez un menu qui vous permet de naviguer ensuite pour découvrir les autres piliers. Il y a ensuite une rubrique actualité. Une rubrique actualité qui reprend les actualités que vous voyez aussi sur la page d'accueil, ainsi qu'une revue de presse. Donc ces deux rubriques, bien entendu, pour l'instant, se basent sur la première session du Parlement et sur cette deuxième session qui se passe aujourd'hui. Donc elle s'étoffera progressivement au fur et à mesure de l'avancée des travaux du Parlement. On a une rubrique photo-vidéo, donc où on retrouve aussi des... Je vais cliquer comme ça. On retrouve des photos de la première session, des vidéos également, et notamment, vous aviez dû recevoir en principe une clé USB avec cette vidéo. C'est l'intégralité de la première séance du Parlement des territoires. On est en train là, de filmer cette deuxième séance, qu'il y aura prochainement également l'intégralité de cette deuxième séance du Parlement. Et enfin, une rubrique contact qui permet d'envoyer des messages et puis de dialoguer, de poser des questions ou de faire des remarques sur le Parlement du territoire. Alors, en complément de ce rubricage-là, nous prévoyons de créer une rubrique de présentation des territoires à travers des fiches synthétiques. Dans ce cadre, nous vous solliciterons prochainement pour récupérer quelques informations sur vos territoires, par exemple le nombre de communes qui le composent, ou le nombre d'habitants. Voilà, donc c'est des informations très simples, mais qui nous permettront d'être certains d'avoir des données à jour par rapport à chacun des territoires qui composent le Parlement. Et ces fiches, nous les positionnerons sur une carte dynamique qui permettra de bien les situer. Alors, deuxième point important par rapport à ce Parlement, par rapport à ce site internet, c'est un espace élu. Donc, pour y accéder, vous voyez que sur le menu à gauche, il y a tout en bas une rubrique qui s'appelle « Espace élu ». Je clique dessus. Alors, pour rentrer dans cet espace élu, donc cet espace-là n'est pas accessible à tous les internautes. Pour y accéder, il faut avoir des codes de connexion. Donc, ces codes de connexion, vous ne les avez pas pour l'instant. Nous vous adresserons prochainement un courrier avec des codes individuels qui vous permettront donc d'accéder sur cette plateforme. Donc moi j'ai pré-rempli en fait à travers un profil fictif les codes de connexion. Donc vous voyez donc un email et un mot de passe qu'on remplit. On peut même en garder la mémoire sur la plateforme et puis on se connecte. Cette plateforme a volontairement été conçue de façon très simple.
elle permet de publier des messages et de répondre aux messages déjà publiés. Pour publier un message, on rédige un texte dans le champ prévu. Alors, je vais essayer de le faire avec le micro, c'est pas très facile. Monsieur Chomara, donnez un exemple, c'est plus facile avec un exemple. Pardon? Donnez-moi un exemple. Envoyez un message et c'est possible avec votre machine de le faire Oui, un absolument. exemple? Alors, Ouais. donnez un exemple. Parce que sinon, c'est trop techno. D'accord. Donc, par exemple, si on souhaite s'intéresser, si on s'intéresse par exemple aux déplacements dans le territoire ou à des problèmes de déplacement, donc par exemple, je mets un titre de cette façon-là, et puis j'entre un texte de cette façon-là. Ensuite, une fois que vous avez rempli votre message, vous avez la possibilité de le rattacher à l'un des piliers du Parlement, un des 7 piliers qu'on a évoqués tout à l'heure. Et si vous estimez que votre message est plus général, qui ne s'attache pas à un pilier en particulier, on a créé une rubrique divers, qui est là avec un point d'interrogation, et qui vous permet d'être donc sur une thématique plus générale, qui ne rentre pas forcément clairement dans le cadre d'un des piliers. Alors moi j'ai fait un message sur la mobilité et sur les déplacements, donc je me rattache bien à un des piliers. Voilà, donc je clique sur le pilier concerné, et puis je publie mon message. Voilà. Bon, je vais vous donner d'exemple. Le président Roland Canaillé, président de la communauté de communes du pays Viganais, organise cette année, comme l'an dernier, la fête de l'oignon doux et de la pomme. Il le diffuse sur la plateforme, ce qui permet à chacune des intercommunalités de connaître en temps réel l'événement. Didier Codorniou à Gruissan fait un magnifique feu d'artifice le 13 juillet au soir sur l'étang. Il le diffuse voilà, je vous donne des exemples simples, mais on peut les répéter de façon plus compliquée. C'est une base de données qui évolue en permanence et qui est accessible et qui est dans la proximité. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ces exemples que vous venez de nous donner, c'est qu'on a aussi la possibilité de réagir à ces messages, donc d'y répondre, soit en complétant, soit en apportant des éléments de réponse ou de précision. Voilà. Donc quand vous vous connectez sur la plateforme, vous voyez là, sur les écrans, vous pouvez accéder aux derniers messages publiés et donc découvrir en temps réel, à chaque fois que vous vous connectez, la vie de la plateforme, l'actualité de la plateforme et les messages qui sont publiés dessus. Voilà. Donc ça permet effectivement d'instaurer progressivement une culture de partage, de discussion. Donc ça passe bien sûr cette culture par les réunions plénières qui sont organisées ici ou ailleurs, mais ça passe aussi donc au quotidien, comme ces réunions ne sont pas quotidiennes et ne sont pas fréquentes, ça passe aussi par cette plateforme qui vous permet d'échanger, de mieux connaître l'actualité des territoires et puis d'y réagir et puis de vous-même faire connaître votre territoire aux autres. Alors, pour terminer sur cette... Donc là, je vous ai présenté, en fait, les éléments qui permettent de dialoguer. Simplement, comme toutes les plateformes, vous avez la possibilité donc, de personnaliser une page profil. Donc moi, j'ai créé, là, pour les besoins de la démonstration, une page fictive d'un président de communauté de communes qui n'a pas de nom, même s'il a un territoire, en l'occurrence. Et puis, vous avez une rubrique notification sur laquelle je clique. Alors, vous voyez que là, il y a le petit chiffre 3 qui est affiché. Ça veut dire qu'en fait, depuis votre dernière connexion, il y a eu 3 événements qui se sont passés sur votre profil. Soit que c'est des gens en général qui ont réagi aux messages que vous avez pu publier et qui ont répondu ou qui ont commenté vos propres messages. Donc vous avez, à chaque fois que vous arrivez, sur cette rubrique notification, une vision claire du succès qu'a rencontré votre publication. Et puis, sur cette page également, une petite rubrique de paramètres qui vous permet aussi
savoir, enfin, de paramétrer la manière dont vous souhaitez être informé de la vie de la plateforme. Par exemple, à chaque fois qu'un nouveau message est créé, vous pouvez recevoir une alerte, ou à chaque fois qu'un utilisateur a commencé un de vos messages également, etc. etc. Donc ça, c'est très simple, hein, c'est des petites cases à cocher ou à décocher qui vous permettront d'être informé au rythme où vous le souhaitez de la vie de la plateforme. Merci beaucoup, Monsieur Chomara, merci. Alors, juste pour terminer, excusez-moi, pour vous dire effectivement qu'on va vous envoyer là, très rapidement un courrier par voie électronique, donc, où on vous donnera individuellement vos codes de connexion. On vous demandera un certain nombre de renseignements sur vos territoires et sur vous. Et donc, nous vous créerons les fiches correspondantes pour que vous puissiez après très librement utiliser cette plateforme. Je vous rappelle qu'il y a une petite plaquette dans les dossiers que vous avez sur les tables là, qui complète ce que je viens de vous dire. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Merci. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Chomara. Vous avez donc cette plaquette, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous l'avez en main. Donc le site est établi. Maintenant, c'est au président de communauté de communes à s'y inscrire, à compléter les profils, afin qu'il puisse se manifester et inscrire tous les événements dont il souhaite la promotion et dont il souhaite discuter sur cette plateforme, qui sera accessible à tous. Voilà. C'est tout simple. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui. Oui, ce n'est pas une question, mais simplement une remarque. Je trouve effectivement que ce site est extrêmement important. C'est important pour nos échanges entre nous, mais c'est important aussi, je crois, dans le cadre de notre 7e pilier, notamment sur la question de citoyenneté. Je crois qu'il sera important de faire savoir aux citoyens, j'allais dire au public, la démarche de ce Parlement des territoires, parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, je rebondis sur ce que disait M. Malavieille aussi tout à l'heure, il est important que, vis-à-vis de nos citoyens qui sont effectivement en perte de confiance par rapport au discours politique d'une façon générale, il est important qu'on leur donne une autre façon de faire, qu'on leur montre une autre façon de faire, et surtout qu'ils comprennent que c'est possible. Voilà, je crois que de ce point de vue-là, on est au démarrage d'une action qui peut être quelque chose de très important pour nos territoires ici dans le Sud, mais d'une façon nationale. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir faire savoir de façon extrêmement large. Merci, je partage ce point de vue du début à la fin. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer? En saluant Mme Drey, conseillère départementale, qui nous a rejoint aussi, de l'Hérault. Pas d'autres interventions, je considère que la plateforme est adoptée. Bien, ensuite, nous avions plusieurs sujets abordés, 2 sujets abordés. Une intercommunalité avait souhaité s'exprimer sur la loi qui est en cours de construction et qui traite du regroupement des petites intercommunalités. Alors, elle souhaitait porter devant le Parlement des territoires le fait qu'elle souhaitait que les découpages entraînent de nouveaux périmètres qui soient consentis, puisque ce sont les préfets qui ont le stylo pour redécouper hein, et pour rassembler les petites intercommunalités ensemble. Bon, ils se sont excusés, ils ne sont pas là. Donc moi, je suis ennuyé pour porter à leur place ce vœu. Hein? Donc je vous soumets quand même un texte, mais là ce n'est qu'un document de travail qui n'a pas fonction à être diffusé seulement entre nous, mais l'esprit dans lequel il voulait intervenir, c'est le suivant. Alors que les débats parlementaires relatifs au projet de loi de... Donc c'est le vœu en faveur des intercommunalités de projets négociés et consentis. Donc rassemblés au château de Castries, donc nous on avait rédigé le vœu selon les souhaits de l'intercommunalité. Après, bon, c'est à eux de choisir leur destin, hein, mais je vous le livre parce qu'il est intéressant pour l'ensemble. Vœu en faveur d'une intercommunalité de projets négociés et consentis.
le Parlement des territoires, les présidents d'intercommunalité affirment au travers du présent vœu leur souhait de préserver une intercommunalité de projets négociés et consentis. Ils appellent les préfets à consulter largement les communes à l'occasion de la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale et à tenir compte de la réalité des territoires en ne proposant pas de fusion d'intercommunalité qui n'aurait été préalablement discutée avec les principaux acteurs concernés. C'est un vœu pieux peut-être, mais c'est un vœu intéressant parce qu'il ménage quelque part la possibilité qu'a chacune des intercos de pouvoir décider de son avenir. Donc je vous le livre pour information. Ensuite, nous avons parlé du premier de deux sujets que vous avez soulignés dans vos réponses. Nous vous avions demandé de répondre sur les priorités que pouvaient apporter à chacune des intercommunalités et des réponses que cela pouvait apporter les 7 thématiques et piliers du développement économique de nos territoires. Et vous avez été très nombreux à souligner l'intérêt pour le tourisme et pour le numérique. Ça a été les deux sujets de façon, et j'ai le nombre des réponses ici, de façon statistique, sur lesquels vous avez répondu de façon très claire en disant que vous étiez intéressé pour que nous discutions à la fois des coopérations possibles en termes de tourisme et des positions prises et des coopérations possibles en termes de développement numérique. Donc, je vous propose deux choses. Je vous propose un courrier que nous avons élaboré. Il est où le courrier, François, s'il te plaît? Sur le numérique. Il est là, voilà. Et qui est adressé au président de la République et qui est le suivant. Réunis au château de Castries le 20 juin, à l'occasion de la 2e session du Parlement des territoires, démarche inédite de coopération territoriale au service de la solidarité entre monde rural, urbain et périurbain, nous souhaitons vous faire part de notre détermination à rassembler nos efforts et nos énergies dans une lutte résolue contre la fracture numérique. Nous le constatons en effet au quotidien dans l'exercice de nos responsabilités locales. L'égalité des territoires passe notamment par l'accès aux hautes technologies, c'est-à-dire au haut et très haut débit. C'est la raison pour laquelle la République des territoires doit relever la promesse de l'accès pour tous au numérique. Toute personne, où qu'elle vive, doit pouvoir accéder à l'information, à la culture, à la connaissance, mais aussi au travail grâce au très haut débit, le maintien du commerce de proximité, l'essor du télétravail, l'installation d'entreprises nouvelles. Tout ce qu'on dit là, on l'a obtenu des discussions que nous avons eues avec l'ensemble des présidents de communautés de communes lorsque nous les avons rencontrés. C'est une demande qui est permanente. L'installation d'entreprises nouvelles, le développement de services publics plus efficaces, l'accès à l'offre de santé publique ou la prévention de la dépendance personnes âgées sont autant de chantiers qui nous mobilisent et qui ne pourront être conduits sans une action résolue pour résorber les zones blanches. Dans ce contexte, nous souhaitons proposer au gouvernement d'être un territoire pilote de la mise en œuvre du plan France très haut débit et des deux piliers qui lui sont associés, l'investissement des opérateurs privés, ça c'est pour répondre à M. Pellissier, sur la majorité du territoire et le soutien par l'État de l'initiative des collectivités territoriales dans les zones les moins denses. Nous prendrons très prochainement des initiatives en ce sens, notamment en lançant une commission de travail consacrée au développement numérique au sein du Parlement des territoires. Deux priorités guideront notre réflexion commune, aménager tous les territoires en infrastructures numériques et développer l'accès aux usagers de demain. Nous vous remercions, etc. Voilà le courrier que nous souhaitons adresser, si vous êtes d'accord, bien sûr, et qui a pour but de dénoncer quelque part
et de demander à ce que cela cesse, que l'ensemble des territoires soient desservis de façon équitable en termes de haut débit, tout simplement. C'est ce qui est demandé par tous les présidents et par tous les maires. Qui souhaite s'exprimer sur ce sujet? Oui, monsieur le maire de Sainte-Afrique. Simplement, je suis bien entendu d'accord. Mais on est sur ces sujets-là, nous, dans ce qu'on appelle les territoires empêchés, d'une certaine façon. Et me semble-t-il, une des illustrations du lien métropole avec son arrière-pays, c'est pas péjoratif, ce serait que quand les opérateurs sont demandeurs chez vous, ils sont demandeurs, qu'à ce moment-là, dans ces espaces-là, on leur dise OK, on soit beaucoup plus exigeant pour qu'ils aillent aussi là où ils ne veulent pas aller. Et me semble-t-il, là, ça illustrerait fortement le lien d'égalité, disons d'équité entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Moi, je sais, nous, aujourd'hui, ça va me coûter 150 000 € par an pendant 15 ans pour fibrer, allez, 70% de la population, mais c'est la population quand même qui est urbaine. Enfin, c'est un petit bourg, moi, 10 000 habitants, c'est rien. Donc, ça serait bien peut-être que dans la réflexion qu'on mènera demain entre la grande ville de Montpellier, la grande métropole, qui, elle, le câblage, ça, c'est pas son problème. En fait, les opérateurs viennent pour 0 francs, 0 centimes. Chez nous, voilà, à ce moment-là, il faudrait peut-être qu'une vraie solidarité s'exprime en disant « Ok, très bien, vous venez sur Montpellier, mais en contrepartie, on vous demande peut-être un peu plus attentif à ce qui ne vous intéresse pas. » Voilà. Bien sûr. Alors, l'idée, je la retiens, elle est tout à fait juste. Mais sachez quand même que j'ai eu à traiter sur le territoire de la ville ce sujet. Parce que, et M. Baudal, je l'ai vu tout à l'heure, il est venu, il est reparti. Pierre Baudal, le maire du Crest, pourrait en parler. En fait, lorsque Orange est venu s'installer à Montpellier et a proposé 500 millions de travaux pour le fibrage, nous lui avons demandé d'intervenir sur des zones blanches de notre propre intercommunalité en premier lieu, qui n'étaient pas couvertes. Notamment la fin de la ville de Latte, qui n'était pas couverte en haut débit, à proximité de la ville, et la ville du Crest, qui n'était absolument pas couverte. Et il existe 2 communes dans la métropole, Montaut et Murviel et Montpellier, qui ne sont pas connectés et qui ont de très mauvaises connexions en termes de téléphonie mobile. C'est vous dire le problème. Mais la solidarité peut s'exprimer sur ce point et on le note, c'est tout à fait juste. Voilà un petit exemple, vous voyez, de ce que peut apporter une discussion. Monsieur Cadailly. Merci. Moi, même matin, je suis président du syndicat d'électrification du Gard. Et nous avons pris la compétence du très haut débit en partenariat avec l'Aude aussi, puisqu'on travaille avec l'Aude et d'autres départements. Et je suis aussi membre du bureau de la FNCCR, la Fédération nationale des régies concédantes et des collectivités au niveau national. Donc là-dessus aussi, on défend le problème du rural par rapport à Orange, puisque dans le Gard, puis je vais citer le Gard, puisque je le connais, il y a les zones amies qu'ils appellent, qui ont été pris d'office par Orange, c'est-à-dire les agglos d'Alès, Nîmes, Bagnols-sur-Cèze et un peu de Villeneuve-les-Avignon, et les autres, on laisse tomber. Alors nous, le problème qu'on a, c'est qu'Orange vient nous demander maintenant de signer des conventions sur les poteaux électriques pour accrocher leur câble numérique, oui, la fibre. Et là-dessus, ils en sont propriétaires, et puis derrière, ils vous louent ces câbles, pardon, excusez-moi, ces câbles à des prix exorbitants, alors que les collectivités pourraient les poser et faire l'inverse, le louer à Orange, mais là on a de grosses difficultés là-dessus. Et je pense qu'un courrier ou une copie de ce texte à la Fédération nationale serait important pour qu'on puisse le défendre. Excusez-moi. Non, mais merci beaucoup. Alors, simplement sur cette petite discussion qui vient de s'installer, je voudrais quand même vous faire remarquer que ce type de discussion, on ne l'a pas à la région et on ne l'a pas au département.
parce que cette instance, elle est pertinente pour parler du territoire à ce niveau. Voilà. On note tout ça. Qui souhaite s'exprimer? Monsieur le maire. Alors, vous d'abord et puis monsieur. Monsieur Estève. Merci. Oui, alors nous sommes tous plus ou moins maires, donc nous sommes citoyens et nos concitoyens ne font pas la différence entre donc l'opérateur. Eux, ils connaissent que la mairie. Donc, je le dis parce qu'ils viennent à la mairie et puis c'est à vous à faire, à intervenir, enfin à vous, à nous quoi, quand on est. Et voilà, le problème se pose et là, ce qu'on soulève là, c'est parfait. Et voilà, c'est un genre de situation et qui peut être bien prise par nous ici maintenant là, et puis aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire aussi que dans nos zones ou dans nos collectivités, nous avons des gens qui ont le boulot, qui travaillent sur le site, hein, sur Nage par exemple. Mais bon, ils se déplacent, ils vont à Paris, ils vont par-ci, mais ils ont besoin de tout ce qui est numérique. Et là, ils n'ont rien et ils me menacent même de déménager de la commune. Voilà, on en est à ce stade-là. Bien sûr. D'ailleurs, on le voit très bien avec le tourisme. Il y a des maires et des présidents d'interco qui disent « Nous, on souffre beaucoup de ne pas être connectés parce que ce que nous demandent les urbains lorsqu'ils viennent en vacances dans les hauts cantons, c'est d'avoir les mêmes services immédiats en termes de connexion qu'à la ville, pour suivre les affaires, pour suivre l'actualité, pour faire ce qu'ils ont à faire. Et dans la mesure où nous ne sommes pas connectés, on le voit, on en a parlé chez toi, Francis, à la Salvetat, notamment, eh bien, on n'a pas de réponse et on perd un certain nombre de jours de location possible des gîtes et des locaux pouvant servir d'appartements d'été, avec toutes ces populations qui sont en demande et qui, en termes, font notre choix, au terme de leur démarche. Oui, l'accès aux hautes technologies, ça passe évidemment par le développement de la fibre optique, mais aussi par les résorptions des zones blanches en matière de téléphonie mobile, où on a un gros souci en zone rurale, notamment sur les départements de la Lozère, où parfois dans les fonds de vallée, c'est difficile de capter les réseaux. Alors rassurez-vous, il n'y a pas qu'en Lozère, dans l'Hérault c'est pareil. Dans le centre Hérault, il y a des zones où on est incapable de téléphoner. Hein. Incapable. Alain. Oui, je voulais juste vous apporter le témoignage de notre communauté de communes, qui est une communauté de communes très rurale, et qui se retrouve en effet aujourd'hui devant cette problématique sur les voies de communication et le haut débit, et un constat que je considère un peu, je dirais, dangereux et même, je dirais, malheureux, de voir les communes tellement désespérées qu'elles engagent, je dirais, à des risques assez importants, des risques, je parle financiers, des opérations pour contenter leur population, et sans aucune garantie, je dirais, d'être dans les technologies, je dirais, de l'avenir et de ce qu'on sera en capacité certainement de mettre en œuvre dans les prochaines années. Donc là, moi, je les alerte, je dirais, de manière assez fréquente pour leur dire attention, ne vous engagez tout de même pas trop vite, parce que ce sont des coûts qui sont extrêmement importants à l'échelle d'une commune, d'une seule commune, et j'essaye de les tranquilliser, mais j'ai beaucoup de mal aujourd'hui parce que c'est devenu un enjeu très important pour les populations, et ça a été rappelé il y a un instant, avec des populations qui sont pratiquement en train de se dire il faut qu'on parte, quoi. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a aussi dans les zones rurales du télétravail, des gens qui travaillent de chez eux et qui ne peuvent pas aujourd'hui communiquer avec leur entreprise, et c'est bien dommage, et c'est un frein à l'économie, et ça c'est vraiment une lacune forte. Donc j'essaye tant bien que mal, en tant que modestement ma place de président de comité de communes, de leur dire on va faire une action concertée, une action plus forte, une action qui vise à vraiment pérenniser notre action dans l'avenir, et je suis content que le Parlement des territoires puisse être une instance dans laquelle on pourra réfléchir ensemble et pousser davantage pour résoudre réellement ce problème. Merci Alain. Christian. Oui, juste pour préciser l'intervention de M. Fauconnier et de Roland Canaillet, on aborde un point important, je crois, et qui peut vraiment interpeller notre Parlement, qui est la péréquation entre le rural et l'urbain.
Ça se joue alors effectivement sur les problèmes de télécommunication, mais aussi, on le sait bien, enfin, Roland qui est dans un syndicat d'électrification, en ce qui concerne les domaines énergie électrique, c'est très attaqué. Évidemment que s'il n'y avait pas la péréquation tarifaire en ce qui concerne l'électricité sur le territoire, notre territoire aurait de très grosses difficultés. Et c'est quand même actuellement, il y a une attaque importante sur ce problème-là. Mais l'idée de la péréquation pour l'ensemble des choses, dans les télécommunications, on vient d'en parler, c'est aussi ça. C'est l'idée de dire il y a des endroits où ça rapporte plus que d'autres et on y fait plus attention. Francis. Oui, juste un témoignage pour avoir mené au sein du Conseil général de l'Hérault l'opération Numérique Hérault, où on a tiré 1000 km de fibre optique, installé du réseau hertzien haut débit au travers d'une technologie qui s'appelle le Wi-Fi Max, et de terminer le maillage avec du satellite. C'était une période où la loi nous permettait de jouer cette solidarité, c'est-à-dire d'obliger l'opérateur, si vous voulez aller sur des secteurs géographiques où vous avez le retour sur investissement qui est rapide, à ce moment-là, il faut prendre aussi des secteurs des territoires ruraux et des territoires de montagne, comme le disait mon collègue Alain. Aujourd'hui, avec la mise en place des zones AMI sur les territoires, on ne peut plus jouer cet esprit de solidarité. C'est pour ça qu'il est important de le redemander. Parce que sinon, au niveau des territoires ruraux et de montagne, on ne pourra pas faire jouer cette concurrence. Et je crois que là, dans cette complémentarité entre la ville et la campagne, entre la métropole, les territoires ruraux et de montagne, il faut que l'ensemble des élus, des intercos, etc., disent mais attendez, c'était possible avant, pour nous c'est un vrai outil de solidarité, et là on retrouve cette réciprocité entre la ville et la campagne. Il est important de montrer cette volonté. Juste un chiffre, dans les 10 ans qui arrivent, l'usage de la téléphonie mobile et des réseaux Internet va être multiplié par 6. D'accord ? Donc on peut imaginer les besoins en très haut débit. On n'est plus sur le haut débit maintenant, on est sur le très haut débit. Et les territoires qui ne seront pas irrigués correctement, c'est tout ce qui a été déploré. C'est un manque de modernité, un abandon, puis à un moment donné, les populations qui disent « nous, on ne peut plus rester parce que c'est plus possible ». Cette fracture numérique, elle va être accélérée. D'où l'importance, au travers du Parlement des territoires, d'insister auprès des pouvoirs publics pour dire « on a vraiment besoin de ça ». Merci Francis. Qui souhaite s'exprimer ? Sur ce courrier, qui est d'accord pour le co-signer ou qui n'est pas d'accord pour le co-signer? Bon, donc, si vous êtes d'accord, je ferai figurer les noms des présidents des intercommunalités sur ce courrier. D'accord? Il n'y aura pas de signature à la main, on le mettra simplement au... Dernier point, ça concerne le tourisme et c'est un peu le travail que j'ai demandé à Jean-Luc Ousquer de mener avec la métropole de Montpellier. La métropole de Montpellier a pris la compétence tourisme, elle n'était pas obligée de le faire. Mais ce qui est important, c'est de là aussi préfigurer une sorte de plateforme sur laquelle l'ensemble des opérateurs va pouvoir travailler. Parce qu'aujourd'hui, on a des offices départementaux du tourisme, on a des offices communaux, on a la région qui en a la compétence, et on a la métropole qui en a nouvellement la compétence. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir essayer de mettre tout ça en réseau pour que chacun puisse trouver sa part du gâteau accessible et peut bénéficier des flux qui sont, en plus d'être des flux touristiques, deviennent, à partir du moment où ils s'installent sur ce territoire, des flux économiques. C'est tout simple. Mais là aussi, ça doit se faire à l'échelon des territoires.
Ça ne peut pas se faire de façon dogmatique. Je vais donner à Jean-Luc Ousquer la parole qui va nous en dire un mot, ou si tu veux, je peux dire les chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres, mais tu vas dire un mot, Jean-Luc, et puis je dirai en saluant l'arrivée de M. El Kaddoussi, conseiller départemental de l'Hérault. Oui, merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Sur le tourisme, l'approche que nous pouvons avoir, c'est que nous avons des richesses qui sont exceptionnelles sur tous nos territoires, qui constituent une véritable mosaïque, et en même temps, elles peuvent avoir aussi le risque de se concurrencer négativement les unes par rapport aux autres. Donc la nécessité de se coordonner et de mutualiser est absolument évidente, d'autant qu'on est dans une période, vous le savez tous, où la concurrence entre les différents sites est particulièrement féroce pour se partager les parts du gâteau. Ça, c'est un premier élément. Le second, c'est aussi que nous avons un éclatement d'une certaine façon de toutes nos structures d'appel et d'accompagnement en matière touristique, puisque chacune des communes, chacun des syndicats, chacune des agglomérations et des métropoles a son dispositif. Mais là aussi, ce dispositif qui, en nombre et en qualité, est considérable, représente des centaines de personnels dédiés, travaille évidemment beaucoup trop chacun dans son coin. Et l'intérêt du pôle métropolitain, c'est justement de pouvoir mettre l'ensemble de ce dispositif en réseau, de façon à ce qu'il ait toutes ces fonctions d'accompagnement, d'appel, d'information de tous les publics touristiques déployés au plus grand niveau. La troisième chose que je voudrais souligner, c'est qu'il nous faut de plus en plus raisonner en termes de destination, en sachant que lorsqu'on vient de Toronto, lorsqu'on vient d'Amsterdam, quand on vient dans le midi de la France, dans la région de Montpellier, on sait que tout à côté, il y aura Nîmes, il y aura Maguelone, il y aura la mer, il y aura la montagne, il y aura toute une série de choses. Et donc là, il nous faut donner les clés à ces individus, à ces familles, à ces professionnels, quand ils viennent, pour pouvoir comment aller de Montpellier ou de Nîmes à la plage, à la montagne, pratiquer un certain nombre d'activités. Et là-dessus, en termes d'information et en termes d'accompagnement humain, nous avons beaucoup à gagner. Donc, déployer toutes ces richesses, donner un visage, donner une identité à cette mosaïque, je crois que c'est le défi du pôle métropolitain pour créer véritablement une destination dans laquelle il soit facile d'accéder, dans laquelle il soit facile d'aller d'un point à un autre. C'est vrai qu'il y a de vraies questions de mobilité. Et puis il faut aussi que nous nous donnions des moyens pour mieux connaître nos publics touristiques, parce qu'ils sont très très différents. Majoritairement, c'est un tourisme populaire, estival. Mais en termes de chiffre d'affaires, c'est le tourisme professionnel qui est bien moins important en nombre, mais beaucoup plus important en termes de dépenses et de retombées économiques. Donc il nous faut travailler tous ces publics. Il nous faut savoir aussi que majoritairement, les touristes qui fréquentent notre région, c'est d'abord les habitants de la région, et donc qui connaissent peu et mal notre propre ressources et nos propres sites, événements, etc. C'est ensuite des populations nationales, françaises, et c'est en dernier lieu des populations étrangères, et ces populations étrangères sont beaucoup présentes dans le tourisme d'affaires. Et puis un dernier segment, mais qui est, je crois, très important aussi, c'est le segment jeune, qui est présent de façon assez importante en termes de séjours linguistiques qui vont de 15 jours, un mois, jusqu'à une année complète
sur le site métropolitain Montpellier, mais on en trouve aussi ailleurs, on en trouve à Nîmes, on en trouve y compris à Florac avec l'antenne de l'école d'agronomie. Et ces séjours linguistiques sont des jeunes qui sont ici en immersion culturelle, linguistique, et qui sont vraiment un capital et une ressource présente et à venir, présente parce qu'ils peuvent faire venir leurs parents, leurs amis, etc. Et à venir parce que d'ici 10 ans, 15 ans, quand ils auront leur fonction de cadre, et on en trouve aussi bien dans le numérique, dans la santé, dans le no-tourisme, et on trouve des Chinois, on trouve des Brésiliens, etc. Ce public-là est un public, là aussi, qui est un vrai capital sur lequel investir. Voilà, enfin, vraiment, on a beaucoup de choses. Après, en termes d'information, la première chose, c'est la visibilité, donc l'échange d'informations sur les différents sites Internet dont la plupart d'entre nous disposons pour les mettre en coordination. C'est l'échange d'informations sur les agendas, l'événementiel. C'est créer des offres pour pouvoir permettre à des gens qui vont venir pour le FIS, par exemple, à Montpellier, afin qu'ils puissent prendre le temps, une journée ou deux, pour rentrer un peu plus dans l'arrière-pays, pour faire de la rando, pour faire... Enfin voilà quoi. C'est tout ça qu'il faut finement, petit à petit, mettre en place, mais dans la mesure où il y a un accord, un partage, une volonté politique au niveau du pôle, les choses se feront, parce qu'après c'est du technique. Merci Jean-Luc. Simplement quelques chiffres pour illustrer le propos. On va parler de Bas-Languedoc, si vous êtes d'accord. Comme ça ne mange pas de pain. C'est la 4e destination touristique en France. C'est la première industrie du Sud. 7 milliards d'euros de recettes. 15 millions de touristes. 58 000 salariés. Il y a 250 offices, syndicats et bureaux de tourisme. 250 offices, bureaux, syndicats de tourisme. On voit bien que c'est parcellisé. Hein, donc, 102 millions de nuitées. Et c'est la première zone française, le Bas-Languedoc, pour l'hôtellerie de plein air. Voilà, ça c'est pour vous donner un peu la capacité que l'on a à souligner cette économie qui a besoin d'être largement soutenue, améliorée et mise en réseau. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur ce point, qui est un point important ? Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais soulever le problème qu'ont les petites communautés de communes dès lors qu'elles veulent développer un gros projet de tourisme, c'est-à-dire que la part d'autofinancement est très lourde pour les petites collectivités. Est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il y ait des coups de pouce qui soient donnés dans ce cas-là Mais, alors, je vais bien répondre à votre question parce qu'elle est importante et il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans les rôles. Le coup de pouce, nous ne sommes pas, attention, hein, nous ne sommes pas, nous, une instance distributive de subventions parce que nous ne levons pas l'impôt, nous ne sommes pas une institution. Nous sommes une instance de concertation. Donc le coup de pouce, il peut se faire que de la part des acteurs officiels. Et les acteurs officiels territoriaux en matière de tourisme, c'est d'abord le département et puis c'est la région. Oui, mais on se heurte toujours au pourcentage de subventions qu'on peut avoir et donc il reste à charge un minimum d'autofinancement qui est très lourd pour les populations. J'entends bien. C'est pour ça que pour le tourisme et pour l'aménagement du territoire de façon générale, il convient qu'il y ait une vraie politique territoriale qui puisse s'appliquer aux petites communes rurales. Les schémas d'aménagement du territoire durable qu'on appelle les strates, qui s'appliquent sur les régions.
interviennent dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, des grands équipements. Et disent, dans cette zone, on peut mettre un parc d'activité. Dans cette zone, il faut protéger l'environnement. Dans cette zone, on peut améliorer la densité du logement. Pour l'urbanisme, les schémas régionaux d'aménagement du territoire sont des documents officiels. Malheureusement, pour le tourisme, il n'y a pas de document de cette nature. La région Languedoc-Roussillon en avait un qu'elle avait baptisé la mission Racine numéro 2. Et elle avait même recruté pour le mettre en place un architecte économiste qui s'appelle Nicolas Michelin, qui est un architecte bordelais. Avec, dans son orientation première, d'améliorer les choses en termes d'implantation des zones touristiques, de les faire mettre en cohérence, etc. Et de voir le territoire et son aménagement sous une forme économique liée au tourisme et pas seulement sous une forme géographique ou d'aménagement du territoire. Malheureusement, ce n'est pas allé jusqu'au bout. C'était dans le programme de Georges Frêche en 2010. Ce qu'il faut, à mon sens, construire, c'est une politique touristique régionale qui puisse accorder des fonds aux petites intercommunalités qui ont envie de bâtir sur leur territoire des projets touristiques. Parce que ce sont eux qui ont la compétence. On ne peut pas aller contre les compétences. Et avec des aides du département, on doit pouvoir s'en... Mais il faut intégrer ça dans un programme régional. Et il faut le faire à l'échelon complet du territoire, pour qu'il y ait de la pertinence et que les gens travaillent ensemble. Mais vous avez raison sur la difficulté. Et ce que vous dites pour le tourisme, c'est la même chose pour toutes les... si vous voulez créer une EHPAD ou si vous créez... vous avez les mêmes difficultés. C'est pas la même chose que lorsqu'on regarde le territoire d'une façon holistique, généraliste, enfin globale, et quand on le regarde dans la vie quotidienne. Et il faut avoir, à mon sens, les deux visions. C'est la ville durable, ce qu'on appelle la vision durable du territoire, c'est-à-dire l'échelle de la vie quotidienne et l'échelle des grands équipements. Et un aller-retour permanent entre les deux échelles. Et ça, les politiques publiques sont faites pour faire ça. Et l'État aussi doit être partie prenante dans cette affaire. Oui, Monsieur le Président, dans cette salle, on était plusieurs la semaine dernière, en fait, dans cette semaine au Sénat, pour parler de la forêt. Francis Cross, ici, pourra rajouter à mon propos quelques compléments. La forêt, il se trouve que nous avons, nous, sur notre communauté de communes, et plus particulièrement sur ma commune, une forêt productive importante. Et nous accueillons, parce qu'on est à peu près à moitié chemin entre Montpellier et Toulouse, beaucoup de personnes, soit pour s'oxygéner, soit pour ramasser des champignons, pour chasser, pour pêcher, etc. Cette forêt, aujourd'hui, elle est en période de production parce qu'elle a été plantée il y a à peu près 50 ans. Avec l'aide, et je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas, hein, il y a beaucoup de communes ici, avec l'aide à l'époque de l'État, donc du Fonds forestier national. Aujourd'hui, cette forêt donc, est exploitée. Et l'État n'a rien trouvé de mieux, quand je dis l'État, c'est Bercy, parce que je pense que les personnes qui sont là, derrière ces bureaux, feraient bien un peu de venir chez nous pour voir comment ça fonctionne. On n'a rien trouvé de mieux avec toutes les baisses que nous avons sur la DGF et compagnie, de nous pénaliser parce que nous avons des recettes provenant de cette forêt. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de collectivités qui aujourd'hui ne vont pas reboiser. Ça veut dire qu'on va changer le paysage de notre région, notre nouvelle région, parce qu'on va avoir des forêts aujourd'hui qui auront été exploitées, qui auront été exploitées à 90%, c'est-à-dire que derrière il n'y aura pas de la régénération naturelle, il n'y aura pas de reboisement parce que les communes n'auront pas les moyens. Et moi, je trouve assez normal et je souhaiterais, bon, Francis peut-être pour rajouter, je souhaiterais quand même qu'au niveau de notre organisation, notre territoire, on fasse un peu remonter cette problématique parce que c'est quand même pas normal. La forêt, elle sert à beaucoup de choses. Je ne vais pas développer ici, vous le savez. Donc c'est quand même normal de pénaliser les petites communes parce que c'est souvent des communes de montagne, rurales, enfin, comme on dit des fois, d'arrière-pays,
de les pénaliser doublement, je veux dire, par ces prélèvements de Bercy, cette baisse de la DGF, et de perdre dans ce patrimoine forestier qui est important pour nos populations. Voilà. Francis. Oui, moi, dire un mot, peut-être en complément de ce que vient de dire Max, mais à notre échelle du Parlement des territoires, je pense qu'avoir une réflexion demain sur la problématique du tourisme, sur la problématique de la forêt, des activités de pleine nature, etc., il y a quelque chose sûrement à enclencher avec les parcs naturels régionaux, qui sont des entités très présentes sur notre territoire. Alain est président des Grands Cosses, moi je suis vice-président sur le Haut-Languedoc. On a le parc national des Cévennes qui nous touche. Donc cette frange sud du Massif central est bien structurée au niveau des parcs. On a le massif des Pyrénées avec également le parc des Pyrénées catalanes, avec d'autres parcs intéressants. Et là, on pourrait avoir une réflexion de complémentarité, de problématiques que l'on pourrait partager encore une fois entre les territoires urbains et les territoires ruraux et de montagne, où nous avons des structures d'accueil liées au tourisme, où nous avons une offre avec des destinations touristiques, avec une offre d'accueil, avec une offre d'activité, mais que l'on pourrait activer hors saison, et c'est ce qui nous manque le plus, parce qu'en saison, on arrive à avoir des bons taux de remplissage, qui équilibrent financièrement les choses, mais hors saison, sur des week-ends, des gros week-ends, des petites vacances, etc., on manque de clientèle de proximité. Et vous, au niveau des métropoles, que ce soit Toulouse, que ce soit Montpellier, les grands réservoirs de population sont là, et à 2 heures de chez nous, avec cette image parc de nature préservée, de valeurs environnementales, tout ce qui est lié à la biodiversité, etc., cette connaissance d'une nature naturelle pour les gens urbains qui viendraient la découvrir chez nous, ça permettrait aussi à des populations de chez nous de mieux vivre, voire de se développer et d'accueillir de nouvelles populations, parce que dans certains secteurs, on manque et on manquera de plus en plus de populations. Et on gagnera la bataille si, encore une fois, on est ensemble. Alors, tu fais bien la transition, parce que le parc du Haut-Languedoc est à cheval sur les deux régions. François Chollet, sur ce sujet. Je crois que l'idée est bonne, clairement bonne. Je pense que c'est vrai que nous sommes en train de réfléchir à une collaboration en termes touristiques. Monsieur Kousquer vient à Toulouse mardi. Mais je pense que effectivement, inclure ce problème de la nature, ce problème des parcs au sein, surtout quand ils sont limitrophes entre les deux anciennes régions, je pense que c'est un élément extrêmement pertinent. Et ce que je voulais dire également, c'est que derrière cette intervention, cette connexion touristique entre les villes-centres, entre les différentes EPCI, qui ne sont pas visiblement, et on le sait, complètement développés, et c'est un thème qui est extrêmement porteur, extrêmement pertinent. Merci beaucoup, Jean-François Sautou. Oui, Monsieur le Président, juste pour dire que sur tout ce qui vient d'être dit sur le tourisme, bon, je ne reviendrai pas sur la notion du haut débit qui a été évoquée, mais parce que, y compris nous-mêmes, dans le cœur d'Hérault, on a des soucis et notre communauté va investir certainement 1 500 000 € pour essayer de couvrir au moins 12 communes qui ne sont toujours pas couvertes. Donc, et pourtant, nous sommes aux portes de la métropole. Donc, tout ceci, dans le cadre du développement et de ce que vient de dire Francis Cross, ça se rejoint complètement parce que nous, effectivement, il y a l'attractivité du grand site de Saint-Guillain-le-Désert qui fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 800 000 visiteurs à 1 million de visiteurs par an, mais dont 70% viennent de la métropole. Donc, ce qui veut dire que derrière, dans l'arrière-pays, il faut développer pour enraciner un petit peu d'ennemité, travailler aussi en complémentarité, et j'élargirai le tourisme avec la culture et la santé. La culture parce qu'il faut peut-être bâtir pour du tourisme
un peu plus prolongé, permettre à des personnes de pouvoir assister à des spectacles, à d'autres éléments, sachant que dans nos territoires, en particulier sur ma commune, il y a un lieu de scène musicale pour les musiques actuelles qui peut accueillir et qui est encore assez peu connu et qui doit permettre d'avoir des synergies et de permettre des développements aussi dans des moments privilégiés, à la fois de cadre de vie, de nos tourismes, parce qu'on a aussi d'excellents produits à fournir, et tout ceci, chacun dans nos territoires, on pourrait jouer sur les triptyques autour de la thématique du tourisme et des destinations, pouvoir ancrer avec de l'hôtellerie, de la possibilité d'avoir des aspects à la fois culturels, avec des scènes musicales, mais aussi de l'onotourisme qui permettrait, en complément de ce que vous avez dit les uns et les autres, de pouvoir accueillir les gens et faire en sorte qu'ils soient... Parce que la destination aujourd'hui, vue de l'étranger, c'est vrai, ça a été dit, finalement, c'est Montpellier, son pôle métropolitain ou Toulouse. C'est le Bas-Languedoc qui attire. C'est le Parlement des territoires, ce que nous représentons tous dans notre diversité. Mais je crois que quelque part, il faut que les gens, dans la notion de territoire vécu que je développais tout à l'heure, il y a cette notion-là de dire on a besoin de créer des antennes et permettre à chacun, à proximité, de consommer et de se reposer et de bénéficier un petit peu de nos cadres de vie qui sont excellents. Je rajouterai simplement, avant, parce que je ne souhaite pas reprendre la parole derrière, dire que dans le cadre du pôle santé, dans ce que j'ai vu dans le document, j'y rajouterai un pôle pédopsychiatrique avec le lien avec le CHU. Pourquoi? Tout simplement parce que dans nos territoires aussi, il y a peu de pédiatres qui viennent s'installer. Et donc je crois que tout ce qui peut être fait en liaison avec les familles pour pouvoir permettre de rester en plus des nouvelles technologies et le bien vivre, je crois qu'avec nos traditions, ça devrait pouvoir être porteur. Merci. Merci Jean-François. Avant de passer la parole à Didier Codorniou, je souhaiterais demander à Francis Cross s'il veut, concernant les parcs et concernant ce qu'a dit monsieur le maire tout à l'heure, des mesures de Bercy sur la forêt, est-ce qu'il est possible d'avoir... Non mais on ne va pas répondre de suite, mais moi j'aimerais avoir scientifiquement l'état des lieux. Parce que si on peut se prononcer sous la forme d'un vœu pour appuyer la demande des communes forestières sur ce point de vue, moi je le ferai avec plaisir. Enfin, je pense que beaucoup ici le feront. Mais il faudrait peut-être le préparer et en reparler à une autre occasion, ou le mettre sur le portail et le travailler ensemble dans une commission. Oui. Juste deux chiffres pour voir l'importance, quoi. Hein. Si on rajoute Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, la forêt dans cette grande région, c'est 2,5 millions d'hectares. Donc c'est énorme. Et c'est 1179 communes forestières. Donc ça donne quand même une certaine tendance, avec une forêt de production, une forêt récréative, hein, une forêt de préservation de biodiversité. Tu peux t'en occuper de ça? Oui, oui, moi je peux vous... je peux faire remonter un certain nombre d'éléments, de problématiques et de voir comment ensemble, sur une volonté commune du Parlement, on peut faire d'un certain nombre de propositions. Merci beaucoup, parfait. Didier Codorniou, puis M. Doulcier, maire du Vigan. Merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur les chiffres et la politique touristique que nous essayons de partager ensemble. Le Président a eu raison d'avoir un focus précis sur le tourisme et l'économie. Sur le plan de l'Europe, il faut savoir que nous sommes la première destination touristique au monde, avec 10% de PIB. Donc la France, c'est 7,4%. Et la région, on est pratiquement au double, 14% de PIB, donc une ressource inestimable. Et dans le cadre de la grande région, il va y avoir donc une priorité absolue sur la plus grande région maritime, sur la plus grande région viticole et sur une des plus grandes régions touristiques. Je pense que le tourisme et les enjeux doivent se mesurer sur le plan de l'échelle internationale avec les destinations et ces fameux contrats de destination qu'il faut qu'on aille chercher auprès du gouvernement, de l'État, même si en termes de valeur absolue, n'apporte pas une grande richesse,
mais par contre, ils apportent une grande reconnaissance. Et comme vous le savez, les contrats de destination, mais quand on fait de la promotion à l'étranger, et notamment donc sur les autres hémisphères, on a une reconnaissance et des retours considérables. Ensuite, c'est également l'Europe. Vous savez que la grande région, les régions aujourd'hui sont mobilisées sur les fonds européens. Vous savez également que le président Juncker, donc dans le cadre du plan Juncker, a déterminé une enveloppe considérable puisqu'on dépasse les 300 milliards d'euros. Et nous étions, avec une délégation avec le président Alary, 2 jours, rencontrer le commissaire et les différents directeurs pour essayer de travailler sur des plans, notamment sur un plan lié à la croissance bleue Méditerranée, que nous essayons de négocier et qui représente 330 millions d'euros pour notre région. Je pense que l'Europe est un incontournable dans les négociations et dans l'approche. Et ensuite, bien sûr, ce territoire de Parlement des territoires peut nous apporter non seulement du lobbying, mais une vraie force politique dans la mesure où c'est une vision partagée de notre territoire. Et puis, 2 éléments où l'on peut travailler ensemble, Président, c'est sur les mises en réseau qui existent, mais où on peut aller un peu plus loin. Dans le cadre des contrats européens, il existe un label Odyssea, et là, c'est une porte d'entrée mer-terre qui permet de mailler un territoire. À titre expérimental, le Grand Narbonne, donc, et vous le savez, avec Jacques Bascou, on travaille sur un maillage de 39 communes qui, donc là, on est sur l'innovation, on est sur la nouvelle technologie et on est pour un renvoi de nos populations qui sont au bord de mer pour les amener sur la ruralité. Et ça fonctionne et on est en train de devenir opérationnel. Et on peut multiplier ces exemples au niveau de la grande région. Et puis, les opérations grands sites qui sont portées, donc, alors, il y a le label national et le label régional. Et je pense qu'il faut aussi s'inspirer de ce qui est fait sur Midi-Pyrénées en termes de notoriété, de reconnaissance et d'investissement qui sont assez puissants. Et bien sûr, notre région avec les labels donc, national qui apportent une reconnaissance internationale. Donc voilà, je pense que la politique touristique, il faut qu'on parte donc bien sûr d'une vision extrêmement globale et arriver donc sur un certain nombre de périphéries qui puissent donc se mettre en place rapidement, et le Parlement des territoires peut vraiment donc nous aider et apporter donc cette mise en réseau, Président. Merci Didier. Monsieur Doulcier. Oui, Monsieur le Président, on parle le tourisme, évidemment, c'est un élément très important pour notre région. On a parlé aussi donc, des équipements dans les zones rurales. Et il y a un équipement, sur lequel nous avons aujourd'hui de grandes difficultés, ce sont sur les musées dans les zones rurales. D'énormes difficultés pour maintenir ces services. D'abord, ce sont des services publics au service de la mémoire, de notre histoire de cette région, et puis aussi donc, des outils pour le tourisme. Et il est bien évident qu'aujourd'hui, avec les difficultés que nous avons pour gérer nos collectivités locales, nous avons aussi de grandes difficultés à gérer ces petits musées locaux qui sont pour la plupart classés musées de France. Et là, on a l'État, par exemple, qui va nous contester le label si nous n'avons pas un conservateur attitré. Or, le coût d'un conservateur attitré à l'année pour une petite commune rurale, c'est très cher. Et je pense qu'il pourrait y avoir là aussi des ponts entre les métropoles qui ont de superbes musées ou qui construisent de nouveaux musées, comme à Nîmes, et les zones rurales pour la gestion donc, de ces musées au niveau scientifique et conservatoire. Voilà, une idée à creuser pour le tourisme. Je vais répondre par un exemple. Nous avons dans la métropole de Montpellier un site archéologique magnifique à Latte, civilisation étrusque. Et nous avons également en projet la construction d'un musée archéologique aussi sur le nord de la métropole, à Burviel-les-Montpellier, dans un site qui est gallo-romain, on va le dire comme ça. Un oppidum superbe,
tout à fait unique dans son genre, mais et qui a révélé un certain nombre de trouvailles archéologiques de très haut niveau. Aujourd'hui, ces richesses archéologiques sont entreposées dans un abri, une sorte de hangar, et cela mérite une valorisation totale des collections et du site. Ce que nous avons décidé et ce qui a été validé par les 31 maires de la métropole, c'est que nous diviserions par 2 les charges de fonctionnement, c'est-à-dire que le musée de Latte sera ouvert, c'est la même équipe qui gérera les 2 musées. Voilà. Et ça permet d'ouvrir 2 sites et de mutualiser. Parce que pour les métropoles aussi, le problème des musées est un vrai problème. Dans la mesure où les dotations de l'État sont en diminution. Alors je voudrais pas que ça polémique, mais je suis obligé de le faire. Hein. Je m'excuse. Je m'excuse pour les oreilles chastes. Mais je ne peux pas vous dire... C'est la vérité, il faut dire la vérité. À un moment, il faut dire la vérité. Alors, j'ai ici une lettre qui a été signée par Monsieur Fabius, Monsieur Feckel et Madame Delga, qui a été adressée au président de région, Damien Larry, et qui dit clairement que le comité de sélection a particulièrement apprécié les efforts pour fédérer les acteurs sur le même projet et a souligné le fort potentiel de la destination, notamment en matière d'œnotourisme. Toutefois, votre proposition n'a pu être retenue. Donc, nous n'avons pas été retenus, alors que Midi-Pyrénées l'a été, sur les contrats de destination. On a été retoqué aussi. Voilà, c'est-à-dire que la région Languedoc-Roussillon actuelle n'a pas été retenue par le gouvernement. La région Midi-Pyrénées, elle l'a été. J'ai à la disposition des journalistes, évidemment. Alors c'est un petit détail, mais voilà le contre-pouvoir régional qui motive notre réunion. Parce que ce que vous dites là, depuis un moment, eh bien ça prouve le contraire de ce qui est décidé. Bien, qui veut s'exprimer sur le tourisme? Encore. Patrick. Oui, c'était par rapport à la question sur les complémentarités entre les activités, lorsqu'on a évoqué le problème de la forêt et de la filière bois. C'est vrai qu'en Languedoc-Roussillon, c'est une activité importante, hein, ça a été rappelé, et à Midi-Pyrénées aussi, mais pour le Languedoc-Roussillon, c'est pratiquement 12 000 emplois sur la totalité de la filière, 4 300 établissements des plus petits aux plus gros. Et on s'aperçoit que parfois les conflits d'usage pourraient amener à des freins dans l'activité, notamment dans des communes rurales avec la sortie du bois de la forêt, notamment sur les chemins communaux, c'est bien connu. Et puis aussi ce qui a été dit par rapport à la forêt, au paysage, et aussi le rôle que devrait davantage jouer l'Office national des forêts lorsqu'il gère la forêt. Compte tenu de ses faibles moyens, ça devient difficile. Mais par rapport au tourisme et en lien avec l'activité forestière, mais on pourrait le dire avec toutes les autres activités, je pense qu'il faudrait que le Parlement des territoires se saisisse de cette dimension nouvelle qu'est le respect des paysages et la gestion de l'espace. Pour arriver à la conclusion que finalement on peut développer un certain nombre d'activités à la condition qu'elles soient respectueuses d'un certain nombre de valeurs et de conditions. Sinon, on va à des conflits d'usage. C'est vrai pour la filière bois, c'est vrai aussi pour d'autres activités. Et la question des paysages, en Languedoc-Roussillon, elle est très prégnante. Et donc je crois qu'il faudra, dans nos travaux futurs, avoir un focus sur cette question des paysages, sur l'immatérialité de ce Languedoc-Roussillon. Merci beaucoup. Qui souhaite s'exprimer encore?
Max Lévitin, un petit mot sur le travail avec François Chollet, parce que ça aussi, il faut bien le comprendre. Il y en a qui ne comprennent pas ce qu'on fait, mais on fait ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on a eu de nouvelles régions, de grandes métropoles. Il faut qu'elles s'entendent, il ne faut pas qu'elles se tapent dessus. L'importance des communes et des maires et des villes, c'est ce qui tient le pays. Hein. C'est les élus locaux qui tiennent le pays. Le président de la métropole de Toulouse et le président de la métropole de Montpellier sont d'accord sur un certain nombre de points. D'abord, leur volonté, c'est d'être respectés par leur région, par les régions actuelles, et surtout demain par la grande région, qui sera un problème, parce que ici, en quelque sorte, je m'excuse, monsieur le conseiller régional, mais il y a quand même une critique en creux, hein, des actions passées. Mais bon, on est là pour préparer l'avenir. Et il y a des points sur lesquels les deux présidents se sont mis d'accord. D'abord, c'est sur les contrats de plan. Et donc, puisque nous sommes signataires de ces contrats de plan, c'est de voir comment notre parole sera respectée et notre action. Le second point, c'est sur la gestion des fonds européens, où la région, où les régions ont tendance à faire ça, mais indépendamment des territoires, et en particulier des territoires métropolitains. Les autres points sur lesquels il y a des accords qui se feront, c'est dans le domaine du tourisme, mais ça a été donné, dans le développement du numérique, mais ça a été déjà indiqué. Dans le domaine de la culture, je crois que ça se fera naturellement. Et puis, dans le problème de la santé, ce sera un tout petit peu plus compliqué, parce que Toulouse est tout à fait importante dans ce domaine, et Montpellier aussi. Et donc, c'est un des points sur lesquels il faudra que nous gérions avec finesse. Mais M. Chollet, qui par ailleurs est professeur de médecine, et donc défendra logiquement, on va essayer de gérer intelligemment la concurrence pour en faire quand même trouver des éléments de solidarité. C'est ce qui nous anime dans le débat, dans le dialogue que nous avons avec de Toulouse, et qui se passe, comme l'a indiqué mon collègue tout à l'heure, dans un climat excellent de courtoisie et de respect. Merci beaucoup, Max. Qui souhaite s'exprimer? Bien, si vous êtes d'accord, je vais mettre un terme à notre réunion en vous remerciant vraiment d'être venu, parce que c'est la fin de l'année, hein, tout le monde a des activités le samedi, et donc merci beaucoup. Vous avez vu qu'on a fait avancer, on a compris certaines problématiques, on les a partagées, c'est important, et on a pris des décisions qui sont des décisions issues de la concertation, mais qui sont quelque part des décisions d'une politique liée à l'intérêt des territoires et des gens qui habitent. Voilà, au pragmatisme. Hein. Tout le reste est resté en dehors. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon été, et puis on continue à converser sur la commission de Francis Cross liée aux parcs nationaux et aux forêts, et on continue à travailler sur la plateforme qui est à votre disposition, et si vous avez des renseignements complémentaires à demander à M. Chomara, il se fera un plaisir de vous répondre. Merci à toutes et à tous.